Salut les Goonies. Aujourd'hui nous allons parler de glamour, de paillettes et d'hologrammes. Nous sommes en 1985, je suis un tout petit garçon, Rocard démissionne du gouvernement, Michel Audiard nous quitte, et dans moins d'une année, Tchernobyl va exploser. À cette époque, Sunbow Entertainment, studio d'animation fondé en 1981, récolte les fruits des succès des séries G.I. Joe et Transformers. G.I. Joe will dare, G.I. Joe will dare, G.I. Joe. En réalité, Sunbow n'est pas un studio indépendant. Il est aussi une division de Griffin Bacal Advertising, agence de publicité dont le premier film n'était rien d'autre qu'une publicité pour les jouets G.I. Joe de chez Hasbro. G.I. Joe Air Defense, G.I. Joe Checkpoint, Cobra Bunker and Joe and Dreadnoks figures each sold separately from Hasbro. Tout se recoupe. Durant les années 80, Sunbow coproduit des dessins animés avec Marvel Productions. L'animation est d'abord sous-traitée dans un studio japonais plutôt connu, la Toei. Sunbow produira des longs métrages, dont Mon Petit Poney le film, échec commercial. Ainsi qu'au début des années 90, l'excellente série Conan l'Aventurier. Par la force de l'effet magique, taillé dans le métal étoile. Une lutte fantastique. En mai 1998, Sunbow est racheté par Sony, mais Hasbro reprend les droits des dessins animés inspirés de leurs jouets. Mais revenons en 1985, où Tom Griffin, cofondateur de Sunbow, comprend qu'il n'a touché par G.I. Joe et Transformers que les petits garçons à la recherche de virilité et de testostérone dans une décennie nourrie aux héros comme Terminator ou Rambo. Ce qui n'était pas pour me déplaire. Tom se dit alors qu'il lui reste une moitié d'audience à atteindre, les filles. Cela tombait bien puisqu'Hasbro cherchait à s'attaquer au marché de la poupée en concurrence directe avec la célèbre blondinette de chez Mattel. Joe Hyland, ancien directeur marketing de chez Hasbro, et sa femme Barbara développent alors une nouvelle gamme de poupées appartenant à un groupe de rock et possédant un ordinateur capable de créer des hologrammes. Ils vendent alors l'idée à Hasbro, qui demande à Sunbow de créer la série animée, qui permettra alors de vendre les jouets. Ils engagent alors Christy Marx, qui travaillait aussi sur l'écriture des scénarios des G.I. Joe. Petite pause pendant le montage de la vidéo. Car en faisant mes recherches, j'ai réalisé que Christy Marx avait aussi travaillé pour la société Sierra, société de jeux vidéo à l'origine de plein de jeux que j'aime. Enfin voilà, j'avais envie de placer ça là, c'est comme ça, on continue. Au départ, la série devait s'appeler M, en lien avec magie, musique, et comme MTV, qui commençait à devenir une référence. Mais il était impossible de ne déposer qu'une seule lettre. Ils choisissent alors Jem. Marx reçoit le concept art, un groupe de gentilles rockeuses, un groupe de méchantes filles, un ordinateur du nom de Synergy qui projette des hologrammes et des boucles d'oreilles. Elle aura ensuite une grande liberté pour développer des scénarios. Elle crée alors tout le reste. Elle ira même jusqu'à se documenter sur la technologie des hologrammes et donner à certains personnages le nom de scientifiques. Jem et les hologrammes étaient lancés.
À la mort de son père, Jerrica Benton hérite de la maison d'accueil pour filles Starlight, ainsi qu'un label discographique, mais c'est sans compter l'associé de son père, Eric Raymond, qui cherche à éloigner Jerrica du fameux label Starlight Music, pour faire monter le groupe Nemesis, les Misfits. Jerrica découvre alors le reste de son héritage, un ordinateur puissant, calqué sur la personnalité de sa mère décédée, nommée Synergy. Cet ordinateur est capable de créer des hologrammes convaincants, que Jerrica peut contrôler à l'aide de ses boucles d'oreilles. Elle se crée alors, à l'aide de Synergy, son alter ego, Jem. Elle monte un groupe de musique baptisé Jem et les hologrammes, avec ses sœurs adoptives et sa sœur de sang. La série navigue alors entre les conflits entre Jem et les Misfits, et la maison d'accueil sur laquelle elle veille. Grâce à ce scénario, la série peut naviguer entre l'aspect superficiel de la musique glam, des paillettes, et des sujets plus profonds, comme la toxicomanie ou l'illettrisme. La série est très inspirée de MTV, et Mark se dira qu'elle s'inspirera beaucoup des stars à la mode, comme Madonna, Cyndi Lauper ou Boy George. Dans chacun des épisodes, il y a au moins 2 chansons de Jem et les hologrammes, et une chanson du groupe opposé, selon la saison. C'est Britta Phillips, qui sera alors choisie pour le doublage du chant. Pour le générique devenu culte, c'est Will Meugniot qui s'occupera du storyboard. Il est connu pour Batman la série animée, Captain Planet, Cops, Conan l'Aventurier, Denver, G.I. Joe, Jurassic Park, Biker Mice, Rad Ghostbusters, Robocop, les Tortues Ninja, bref, ce type connaît son boulot. Alors qu'il est en train de réaliser un gros travail pour ce storyboard, le studio lui propose une nouvelle voiture, s'il revoyait à la baisse le prix du générique. Will leur aurait alors répondu qu'il ferait mieux d'investir l'argent de ses pots de vin dans la série directement. Ce qu'ils feront, permettant de même pouvoir utiliser de la rotoscopie. La rotoscopie consiste à pouvoir redessiner en calquant l'animation sur des séquences filmées. Un peu comme Jordan Mechner, lorsqu'il réalise le mythique Prince of Persia en filmant son petit frère dans son jardin. Le premier épisode de Jem est diffusé le 6 octobre 1985 aux États-Unis et le 1er décembre 1986 en France, dans l'émission Vitamine, et dès 1987 dans le Club Dorothée. En parallèle, les poupées de Jem sortent à la vente, accompagnées de cassettes audio des chansons du dessin animé. L'engouement vient rapidement, mais s'essouffle très vite, à cause d'une petite erreur de chez Hasbro. Les poupées de Jem sont trop grandes de 6 cm, ce qui empêche d'échanger les vêtements avec les poupées Barbie qu'on trouve dans tous les foyers à cette époque. Le coup d'assommoir est donné en février 1986, alors que les poupées de Jem sont présentées à la foire du jouet, le jour même de l'ouverture du salon, Mattel sort la gamme, Barbie et les Rockstars. Suite à l'échec de leurs poupées, Sunbow et Hasbro annulent Jem après 3 saisons et 65 épisodes. Marx a juste eu le temps d'écrire un épisode final, comme un adieu aux fans. Jem a marqué son époque et ceux qui l'ont suivi, à tel point que 30 ans après, les fans sont toujours là. Une Jemcon est même organisée depuis des années. Jem aura été le reflet d'une époque musicale, mais aussi d'une époque où la guerre des jouets contrôlait ce que l'on pouvait voir à la télé. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Jem et les hologrammes vous aura plu, et si vous aimez le cosplay, je ne peux que vous encourager à aller checker l'Instagram et le Twitter de mon amie Aveline, que vous trouverez bien sûr dans la description. Je remercie aussi Andrew Farago pour tout le travail de recherche et les informations sur Jem. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee ou sur la page Utip que vous trouverez bien sûr aussi en description. Mais bien entendu surtout, partagez la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, c'était Super Canard et les hologrammes, ciao.